merci pour votre présence. Nous sommes très heureux de vous accueillir à l'université. On n'entend pas? Je ne sais pas comment faire. Vous m'entendez mieux? Ouais. Il faut que je parle donc extrêmement près de ce micro. Donc je répète, merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui à Rennes 2 dans cet amphi à propos de la formation professionnelle et de la réforme qui s'annonce. Ce nous est un nous collectif qui concerne à la fois les membres de la licence FCIS, dont Hugues Pantecouteau, qui est à ma gauche, va parler tout de suite. Puis nous sommes très heureux, au nom du SFC, du service de formation continue de Rennes 2, de vous accueillir aussi pour la conférence de Monsieur Parmentier. Alors, pour introduire cette présentation, je voudrais simplement rappeler l'existence du service de formation continue au sein de Rennes 2. Notre service de formation continue reçoit environ chaque année 1 millier de stagiaires de formation continue. Nous sommes une vingtaine de personnes et nous avons les fonctions habituelles des organismes de formation, à savoir eh bien de la reprise d'études, l'insertion de stagiaires de formation continue dans les cursus de notre université. À côté de cette insertion dans les cursus traditionnels, il y a un certain nombre de formations qui sont ouvertes aux contrats d'alternance, contrats d'apprentissage, contrats de professionnalisation. Et puis d'autres actions en formation continue sont les nôtres, à savoir l'élaboration de diplômes universitaires. Parmi ces diplômes universitaires, on peut citer par exemple un diplôme santé et qualité de vie au travail. Nos diplômes universitaires se complètent aussi par d'autres diplômes tels que le diplôme d'accès aux études universitaires, le DAEU, qui concerne les stagiaires qui n'ont pas le baccalauréat mais veulent accéder à l'université. Et puis nous avons aussi d'autres activités telles que la validation des acquis de l'expérience, les bilans de compétences, et puis nous organisons aussi des formations en langue, aussi bien pour des francophones qui veulent apprendre des langues étrangères que pour des non-francophones qui veulent apprendre le français. Alors, toutes ces activités, elles sont multiples, diverses, et même si la réforme qui s'annonce est une réforme qui, au départ, ne concerne pas les universités, le centre de gravité de la réforme est la réforme de la formation professionnelle dans son ensemble. En tant qu'organisme de formation universitaire, nous serons bien sûr impactés, et très fortement, par les mutations qui se préparent. Parmi justement les personnes qui, au sein de l'université, sont très sensibles à cette évolution de la formation, il y a bien sûr le département de sciences de l'éducation, au sein duquel les formations sensibilisent justement les stagiaires aux évolutions futures. Mais pour cela, Hugues vous en parlera avec plus d'acuité que moi-même. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir à l'université de Rennes 2 et puis de voir que cette invitation fait écho, puisque là vous êtes à peu près à 150 personnes et quand on a ouvert les invitations en l'espace de quelques jours, voilà, le nombre de places a été saisi par les professionnels et les collègues qui travaillent dans la formation. Je rappelle que le point de départ de cette conférence est une proposition de Christophe Parmentier et que cette proposition a été faite à l'attention principalement des tuteurs qui suivent nos étudiants dans une formation qui s'intitule formateur conseil indépendant et salarié, avec la responsable des stages Charlotte Velli et puis avec nos collègues du SFC. On a décidé d'ouvrir cette conférence aux professionnels de la formation, à l'ensemble de nos étudiants, aux anciens étudiants et puis aux collègues qui travaillent dans la formation. Pour nous, c'était vraiment essentiel de faire ça, c'est-à-dire d'ouvrir cette conférence à un large public, avec l'accord de Christophe, bien entendu, et puis je t'en remercie d'avoir accepté cette idée-là, pour montrer que l'université est un espace ouvert, que l'université est un espace public,
que l'université est un lieu qui se questionne, on se questionne également de manière pratique sur les changements de la vie sociale et puis de la formation continue. Et puis voilà, donc c'est vraiment un plaisir de vous voir aussi nombreux aujourd'hui dans ces locaux de l'université. Donc je laisse la parole maintenant à Christophe Parmentier. Christophe est consultant, formateur. Il intervient dans nos formations à Rennes 2 en sciences de l'éducation. Ce sont des formations par alternance depuis à peu près 10 ans. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la formation de formateurs. Et puis voilà, donc il nous fait le plaisir aujourd'hui de faire le point sur cette réforme qui va tous nous questionner en tant que professionnels de la formation. Alors Jean-Yves Sello, le directeur du service de formation continue, va ajouter quelque chose. Oui, non, c'est simplement pour annoncer d'emblée le fait qu'avec M. Parmentier et avec Hugues Pont-de-Couteau, nous avons décidé de vous proposer, après la parution des décrets d'application, une nouvelle conférence au printemps, lorsque les décrets d'application auront été diffusés. Voilà, merci. Bonjour à tous. Merci d'être là ce matin. Ça fait plaisir parce que il y a des anciens qui sont dans la salle, il y a des étudiants qui sont là, il y a des tuteurs et puis des professionnels de la formation pour écouter ce que je vais vous dire sur cette réforme. On va essayer d'y passer 2 heures ensemble. On va prendre un petit peu de temps aussi pour des questions et du débat. Merci Hugues de m'avoir présenté. C'est vrai que certains me reconnaissent comme un expert ou peut-être un observateur attentif et averti sur ce qui se passe dans le milieu de la formation. Ça fait plus de 30 ans que, effectivement, j'y suis plongé avec un regard plus de pédagogue que de juriste, plus de technicien que d'universitaire. Mais dans un cas comme dans l'autre, j'ai le plaisir d'avoir cette double appartenance. D'un côté, une appartenance universitaire qui me permet, auprès de mes collègues, de me nourrir de toute la réflexion qui peut se construire autour de ces thèmes d'actualité, et par ailleurs, de pouvoir être au contact du terrain. Et aujourd'hui, je vais essayer ce matin de vous livrer sur le thème de cette réforme, des constats qui sont les miens et des informations qui sont celles contenues dans les textes. Vous l'avez compris, merci. Tout cela va être incomplet parce que, on va le voir ensemble, les décrets d'application tant attendus, ceux qui devaient arriver fin octobre, ne sont encore toujours pas là. Vous êtes là ce matin, tiens, c'est intéressant. Quels sont ceux qui viennent pour découvrir cette réforme? Levez la main. Vous voyez un petit peu, hein? Quels sont ceux qui viennent et qui ont l'impression qu'ils connaissent un peu cette réforme et qui viennent pour approfondir leurs connaissances? Plus important, hein? En tout cas, ce qui est clair, m'a dit Charlotte, inscription mise en ligne en 2 jours, un amphi qui est plein. Alors il n'est pas tout à fait plein, mais il reste des places assises devant. Hein. Restez pas debout. Il n'y a que moi qui vais faire ça pendant 2 heures, mais restez pas debout. Venez vous asseoir si vous le souhaitez. 140 personnes en 2 jours. Alors que dans le même temps, le fonds GESIF, vous le suivez peut-être, avec l'aide de Intergros sur la région Bretagne, organise une semaine de réflexion autour de ces thèmes et des conférences aussi sur la réforme de la formation professionnelle. Alors que partout, l'univers bruisse de ces perspectives qui sont construites par cette réforme qu'on va essayer de balayer ensemble. Vous entamez une démarche de veille, il faut la poursuivre. Vous avez un certain nombre d'éléments qui vous permettent de le faire. Pour ma part, j'ai un fil tweet que les étudiants maintenant de licence connaissent bien parce qu'ils s'y sont tous. Ils ont tous fini, ou quasiment tous,
peut-être quelques réfractaires aux technologies, mais ils ont tous fini par s'y abonner, où j'essaye de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie sur les informations qui sont sur cette réforme, et puis évidemment le fil de Clava qui est le cabinet de conseil et de formation que je dirige. Ce matin, ensemble, on va essayer de voir où on en est sur cette réforme. On va essayer de regarder les décrets. On va essayer de regarder les aspects pratiques de mise en œuvre. Et puis on essayera, dans la fin de la conférence, de poser un certain nombre de questions, plus de débats. Donc si vous avez des questions de compréhension, n'hésitez pas à intervenir. Si vous avez des questions de débat, on les réserve, si vous le voulez bien, plutôt sur la fin. Charlotte m'a promis que dans les jours qui viennent, vous recevrez la copie des transparents et vous recevrez un deuxième document que j'ai préparé à votre intention, qui est un récapitulatif de tous les décrets qui sont attendus et de la date de publication de ces décrets. Donc normalement, vous avez une liste de tous les décrets à venir et vous savez la date à laquelle ils doivent venir. Par exemple, un des prochains décrets qui devait intervenir fin octobre, est celui sur la prise en charge, la monétisation du CPF, et il est toujours pas apparu. Bon, mais vous allez avoir le calendrier chronologique de tous les décrets attendus. Merci de nous avoir rappelé ce matin le périmètre de cette réforme. Périmètre de cette réforme qui intervient dans le cadre de la loi de 71, on en reparlera tout à l'heure rapidement, et dans le cadre de l'alternance des présidences. Tous les 5 ans, un nouveau président. Tous les 5 ans, une réforme de la formation professionnelle. C'est facile de réformer la formation professionnelle, et au l'heure des bilans, chaque président peut dire qu'il a inscrit une réforme supplémentaire dans l'arsenal et la comptabilité des réformes qu'il a pu mettre en place. C'est pas aussi facile de réformer l'éducation nationale que de réformer la formation professionnelle. Et donc, on a eu 2004, Chirac. On a eu 2009, Sarko. On a eu 2014, Hollande. Et on a 2018. Alors, un délai un tout petit peu plus court. Il a été plus vite que ses prédécesseurs pour faire la réforme, parce que le rythme est normalement à 5 ans. On peut se dire qu'on n'est pas au bout et qu'on voit préfigurer un certain nombre de choses qui vont faire en sorte que, vraisemblablement, 2019 et 5, 2024, on ne sait pas qui sera aux manettes, mais enfin, il est vraisemblable qu'il y en ait une autre qui vienne derrière. C'est pas facile, pour ceux qui gèrent dans les entreprises, dans les organismes de formation, de remettre sur l'établi le travail qui a déjà été fait. Ça permet de ne pas s'endormir, mais des fois on a envie de poser ses cartons et de faire en sorte que le système se stabilise un peu. C'est bien, on a eu un DIF, et puis 5 ans après on a eu un DIF modifié, et puis 5 ans encore après on a supprimé le DIF. C'est bien, on a eu un Datadoc, tout le monde s'est précipité sur le Datadoc, et dans quelques années on ne sait pas encore ce que va devenir le Datadoc. Ça fait quand même beaucoup d'efforts, et parfois on se demande à quoi servent ces efforts. On va essayer de le regarder ce matin. On n'est pas là forcément dans une position critique, parce que quelle que soit l'idée que l'on se fait de cette réforme, et on a beaucoup travaillé avec les étudiants de la licence sur les présupposés politiques et philosophiques qui étaient derrière cette réforme. Dialogue social ou lutte des classes, on en est arrivé jusque-là avec les étudiants à se poser un certain nombre de questions qui ont du sens. Et ils se sont rendus compte qu'effectivement, derrière tout ça, il y avait, bien entendu, un certain nombre de visions politiques. Je vais essayer, avec vous ce matin, d'en faire abstraction pour ressortir de tout ça les meilleurs éléments. Les meilleurs éléments de cette réforme qui s'appliquent, vous l'avez bien dit, non pas à l'éducation nationale, non pas à la formation initiale, mais bien à la formation continue. Un certain nombre sont à la charnière entre les deux, c'est le cas, et notamment des CFA. On y reviendra.
Notre ministre avait annoncé en début d'année dernière, en 2017, de manière tout à fait sûre d'elle, qu'elle allait fondre le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Quelques mois après, un dimanche matin, dans le journal du dimanche, elle a annoncé que finalement, c'était bien qu'il y ait d'un côté la professionnalisation et de l'autre côté l'apprentissage. C'était pas encore tout à fait mûr, il est vraisemblable que de la manière dont se construisent les choses, la fusion arrive finalement à se faire, mais là, c'était pas encore atteint. En tout cas, ce que l'on va regarder ensemble et ce matin, si vous le voulez bien, c'est plutôt ce qui se passe sur la formation continue. Cette formation continue, elle touche 3 types de publics: des salariés d'entreprise, des non-salariés, et il y en a beaucoup, des non-salariés qui ont une parcelle de terre, qui ont un commerce et qui vivent de leur parcelle de terre ou de leur commerce. Il y a même un fonds Vivea, pour ceux qui le connaissent, qui s'occupe de la formation, notamment des non-salariés dans l'agriculture. Donc des salariés, des non-salariés, et puis ce qui fait les orientations profondes de ces réformes depuis au moins 3 mandatures, c'est les demandeurs d'emploi. Ne nous y trompons pas, ne vous y trompez pas, toutes ces réformes sont faites d'abord et avant tout pour faire en sorte que l'on tourne la formation professionnelle davantage et mieux vers les demandeurs d'emploi. Accessoirement, je dirais, pas seulement, bien entendu, mais accessoirement, tout ça va servir aux salariés. Mais l'orientation première, et parfois on se pose un certain nombre de questions, l'orientation première est évidemment les demandeurs d'emploi. Et puis ensuite, on est plutôt tourné vers la formation continue des salariés d'entreprise. Or, l'État n'est pas bête, et il laisse du temps avant de s'approprier ces différentes réformes. Le DIF, il a fallu quelques années pour que les fonctionnaires puissent en profiter. C'est généralement et habituellement 3 ans. L'État attend 3 ans de voir ce qui marche pas trop bien, ce qu'il y a besoin de faire évoluer pour pouvoir l'intégrer dans le corps des fonctionnaires et des agents de l'État. Ça va venir vraisemblablement. La précédente est en train de se mettre en place de manière assez importante sur les différents corps d'État, dans la fonction hospitalière et dans la fonction publique. Mais celle-ci ne s'applique pas encore, même si on peut imaginer que dans les années qui viennent, le meilleur de cette réforme s'applique à l'ensemble de ces agents du public. Depuis Jacques Delors, chaque réforme de la formation professionnelle a été précédée d'un accord national interprofessionnel avec les partenaires sociaux. C'était la vision de Jacques Delors, gouvernement Chaban, la suite des accords de Grenelle et la construction d'un dialogue social. Et de faire en sorte que chaque réforme de la formation soit précédée d'une consultation des partenaires et d'un texte préalable transmis aux partenaires sociaux. Petit à petit, tout cela a évolué, mais ça subsiste encore, et ça a subsisté pour cette réforme, encore une fois. Et de fait, il y a eu, avant cette réforme, une consultation des partenaires sociaux. L'État leur a même envoyé ce qu'ils ont appelé une feuille de route, en leur disant voilà ce qu'on attend. Évidemment, les partenaires sociaux ont dit écoutez, c'est bien de nous dire ce que vous attendez, mais a priori, on va vous dire ce que nous, on pense. Voilà, et pas forcément ce que vous attendez. Et là, pour la première fois, on a eu quand même des éléments de débat relativement forts entre ce qu'ont produit à l'issue de leur réflexion les partenaires sociaux et ce qu'attendait le gouvernement. Et de fait, une fois que les partenaires sociaux ont rendu leur accord national interprofessionnel, donnant les grandes orientations qu'ils pensaient nécessaires à la construction de la réforme de la formation professionnelle, la ministre a dit, de manière très diplomatique, je remercie les partenaires sociaux de ce travail de fond
qui a été engagé sur l'analyse de la formation professionnelle, mais a priori, c'est pas du tout ça que je vais faire. Un peu particulier, une manière de revisiter peut-être le dialogue social, qui s'est exacerbé notamment autour du CPF. On va en parler tout à l'heure. Est-ce que le CPF doit être en heures ou est-ce que le CPF doit être monétisé? Mais ça n'était que l'arbre qui cachait la forêt derrière, parce que derrière, il y a, au travers de tout cela, des conflits relativement marqués entre les partenaires sociaux, l'État et, on va le voir tout à l'heure, les régions. Les régions qui ne sont pas montées au créneau, mais vous le savez, des régions qui sont plutôt communément, pour l'instant, à droite, un gouvernement qui n'est pas totalement marqué à droite, et des régions qui, on va le voir, se voient retirer un certain nombre de prérogatives relativement importants. On me disait, pas plus tard que tout à l'heure, dans le couloir, qu'à la région Bretagne, le département apprentissage est déjà en phase d'éclatement et qu'ils savent déjà comment ils vont, alors peut-être pas le fermer totalement, mais en tout cas faire en sorte que dans l'année qui vient, les gens qui travaillent dans ce département vont retrouver d'autres postes au sein du conseil régional. Il en va de même pour le conseil en évolution professionnelle. Ça marque quand même, hein. Ça marque dans une logique où l'État retire un certain nombre de prérogatives que la loi de 95 sur la décentralisation avait attribuées aux régions. On peut se poser la question du PRDF dans cette logique. Comment va-t-il subsister? Et puis j'imagine que pour certains organismes de formation qui sont aujourd'hui et ici dans cette salle, la question se pose en termes peut-être même de survie au travers des subventions. Au travers des subventions autour de l'apprentissage. Rassurez-vous, les choses vont évoluer, mais ce qui est sûr, c'est que le temps que le nouveau dispositif se mette en place, ça va prendre un certain moment. Les partenaires sociaux proposent un accord national interprofessionnel. La ministre l'accueille avec toute sa bienveillance, tout en disant que ce n'était pas du tout ce qu'elle voulait, et elle annonce le Big Bang de la formation professionnelle dans une conférence de presse. Elle présente un texte au Conseil des ministres. Le Conseil des ministres adopte le texte qu'elle présente. Ce texte va donc passer ensuite auprès des différents parlementaires. D'un côté, l'Assemblée nationale, qui grosso modo, acquise à République en marche, va accepter ce texte. Dans le même temps, il va passer au Sénat. Le Sénat, qui est plutôt à droite et qui représente plutôt les régions, va refuser ce texte. Mise en place d'une commission mixte parlementaire. Échec au bout de 2 heures de la commission mixte parlementaire. Donc, pas de négociation entre la Chambre et le Sénat. Retour à la Chambre. Et vote et adoption début août, pendant qu'on était tous en vacances, c'est passé relativement inaperçu du texte proposé. Et de là, l'annonce pour ce texte, comme pour tous les textes de loi, l'annonce de décrets d'application qui vont rendre opérationnel ce texte de loi. Et dans le texte de loi, il y a par exemple des montants, il y a par exemple des dates, des échéances, il y a par exemple des modes de fonctionnement qui ne sont pas stipulés dans la loi pour qu'ils puissent être relativement flexibles et corrigés au fur et à mesure. Et donc là, on attend ces décrets d'application. La loi est importante, elle ne concerne pas que la formation professionnelle. 100 de décrets d'application étaient annoncés, mais ne concernent pas tous la formation professionnelle. Publication officielle de cette loi au journal officiel du 6 septembre. Et cette loi restera marquée comme la loi du 5 septembre 2019, avec un titre fabuleux. Un titre fabuleux. On fait une loi pour garantir la liberté de choisir. C'est pas mal. C'est quand même assez intéressant.
Alors j'avais dit aux étudiants, et je le redis, que systématiquement, quand il y a un formateur, il a la tondeuse à gazon ou l'alarme de la voiture. C'est systématique, on ne peut rien y faire, mais c'est comme ça. Et souvent les jardiniers se renseignent de mes jours d'intervention pour venir sous les fenêtres tondre, mais on est d'accord, hein? Oui, et on l'a vu systématiquement, pour venir tondre ou pour ramasser les feuilles. Et aujourd'hui, il est là. Trois titres dans cette loi. Un qui nous intéresse plus particulièrement, vers une société des compétences, et derrière 48 articles, environ une 50aine de pages. Mais deux autres titres derrière, indemnisation du chômage et dispositions relatives à l'emploi, dont on ne veut pas absolument pas parler ce matin. On va parler que du premier titre de cette loi. 48 articles qui sont construits autour de 5 c'est pas des chapitres, mais enfin je sais plus le terme exact. Renforcer et accompagner la liberté des individus dans le choix de leur formation, et là c'est tout ce qui concerne le CPF. Libérer et sécuriser les investissements pour les compétences des actifs, là c'est tout ce qui concerne le financement de la formation. Transformer l'alternance, ça veut bien dire ce que ça veut dire, on va revoir les contrats d'alternance qui évoluent. Refonder le système et la construction et la régulation des diplômes et des titres de la formation professionnelle, et puis diverses dispositions d'application. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure que le Conseil constitutionnel avait été, évidemment, et c'est normal, c'est pour ça qu'il y a eu du temps entre août et septembre, avait été consulté sur cette réforme, et qu'il y avait un certain nombre d'articles que le Conseil constitutionnel avait fait retirer de cette réforme sur ce qui nous concerne et la formation professionnelle. Il y a quelques articles qui ont été retirés, mais pas beaucoup. 3 vagues de décrets opérationnels qui sont attendus avec impatience d'ici la fin de l'année. Une première vague de décrets qui devait arriver au 30 octobre. Pour ceux qui suivent avec assiduité la formation professionnelle, vous avez pu voir sur mon fil tweet, les étudiants ils sont tous maintenant sur le fil tweet, il n'est toujours pas paru. C'est celui qui doit annoncer notamment la conversion des heures en euros et qui doit expliciter en plus à combien sont, entre guillemets, passez-moi l'expression, mais racheter les heures d'IF qui sont sur le compte en annexe du compte personnel. Il devait arriver le 30 octobre, chaque matin, avec assiduité, je me réveille et chaque matin, je suis déçu. Je m'engage, dès que ça va sortir, à vous les transmettre. Alors on a les projets de décret. J'ai vu passer les projets de décret. Mais c'est que des projets. On ne peut pas se fixer sur des projets de décret. Et puis tout à l'heure, je vous donnerai quelques chiffres qui sont effectivement issus de ces projets de décret et des déclarations qui ont été faites, mais ils ne sont pas encore confirmés. Dans cette idée tout à l'heure, de dire il faut qu'on se retrouve ensemble au mois d'avril, mai, quand il n'y aura plus de feuilles. Ah bah oui. Enfin, vous lui donnerez la date quand même. Pour qu'on fasse le point ensemble de tout ce qui a été mis en place, de tout ce qui est opérationnel et surtout de tout ce que ces décrets apportent. Le 15 novembre, on devrait avoir les modalités d'application, de réaliser une action de formation tout ou partie en formation à distance. Ça, c'est pas très compliqué parce que c'était déjà le cas. Mais, et surtout, en situation de travail. Et vous allez le voir, s'il y a un point qui peut poser question et qui, moi, m'interroge,
c'est bien cette ouverture qui est faite sur la formation en situation de travail. Et on attend avec impatience les éléments qui sont construits, qui vont être construits autour de ça. Fin novembre, le CPF, avec les montants annuels, les plafonds du compte, etc., et puis le fonctionnement de France Compétences, je vous réexpliquerai tout à l'heure, quelle est cette nouvelle instance qui est en train de se construire et qui, grosso modo, va être le centre de la gouvernance de la formation professionnelle. Et puis, courant du mois de décembre, le passage des textes qui vont aider à la mise en œuvre opérationnelle du passage des OPCA. Vous voyez tout ce que c'est qu'un OPCA. Ben, c'est dommage parce que c'est fini. L'OPCA, c'est terminé. On parle maintenant d'OPCO. On va voir tout ensemble ce dont il s'agit. Avant de passer à la suite, un rapide bilan de cette réforme telle que moi je la vois aujourd'hui. Elle est dans la continuité de ce qu'avait pu amorcer François Hollande. Elle est dans la continuité du CPA et du compte d'engagement citoyen dans lequel elle s'inscrit. Elle est dans la continuité des ordonnances Macron sur le travail, et là, il y a une cohérence et une continuité. Elle est plutôt, de mon point de vue, en rupture avec la logique paritaire et le dialogue social dans l'esprit de ce qu'avait pu mettre en place Jacques Delors dans la loi de 71, la collecte, la gestion, à terme, d'ici quelques années, on va voir le calendrier, mais ne sera plus confiée aux partenaires sociaux via les branches professionnelles. C'est quand même une sacrée évolution. Pour remplacer ça, on leur a donné, vous le verrez, l'apprentissage. Et l'apprentissage qu'on a été retiré, entre guillemets, aux régions. Si vous le voulez bien, maintenant qu'on a fait le point sur ce contexte, sur les décrets, eh bien on va rentrer dans un certain nombre de mesures applicatives de la mise en œuvre de cette réforme. Nouveau de contribution qui n'est pas nouveau. Finalement, et au bout du compte, ça ne change rien. Pour les entreprises de plus de 11 salariés, on était à 1% de la masse salariale et on va rester à 1% de la masse salariale. Mais la différence, c'est qu'avant, les OPCA pouvaient être OCTA, collecter la taxe d'apprentissage. Là, maintenant, c'est clair. Toute la contribution sur la formation professionnelle ne sera faite que par l'intermédiaire d'un seul versement dans lequel on aura la formation professionnelle et l'apprentissage. Donc, on va avoir un versement qui va être autour de 1,68, sauf pour ceux qui sont en Alsace-Lorraine. Enfin, je pense que dans la salle, je ne sais pas pourquoi, j'ai mis la vareuse ce matin, je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup, parce que là, ils sont encore sur des systèmes un peu différents. Et puis alors, dans les territoires d'outre-mer, c'est un peu particulier aussi. Bon. Et cette taxe d'apprentissage de 0,68, mais elle était déjà de 0,68, sera par contre dispatchée en deux parties. 0,87 qui iront directement à France Compétences, je réexpliquerai tout à l'heure, et puis 13% qui iront sur des dépenses libératoires que les entreprises pourront engager directement. Comme vous le voyez quand même, la réforme revisite cette collecte. Revisite cette collecte en mettant en place un financement direct des actions de formation obligatoire par les entreprises et en direct, sans passer par de financeurs extérieurs, pour ce que l'on va appeler dans les slides qui vont venir le plan de développement des compétences. Un versement unique de la contribution de 1%, un versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage de 0,68 et un versement qui est dédié au financement du compte personnel de formation inclus dans le versement de la contribution unique. La contribution est donc séparée en deux régimes.
la contribution à la formation professionnelle et la taxe d'apprentissage de 0,68. Là-dessus, on n'est pas vraiment sur un Big Bang. Hein. Il n'y a rien de très étonnant là-dessus. Par contre, l'étonnant, le voilà. C'est que, à partir de 2020, ça n'est plus les OPCA à qui l'on va verser ce 1%. Ça n'est plus les chambres à qui on va verser le 0,68. C'est à l'URSSAF. Alors il y a eu un grand débat de savoir si c'était à l'URSSAF ou à la Sécurité sociale. Bon, à la Sécurité sociale, ils sont déjà suffisamment embrouillés avec le RSI pour ce que j'en connais, donc et on a décidé que ce serait plutôt non. Je suis en train de dire des bêtises, mais c'est bien effectivement l'URSSAF qui va collecter, et il va n'y avoir plus qu'un seul collecteur. Simplification des démarches, simplification des procédures, et un seul collecteur qui va collecter et qui va ensuite redistribuer l'ensemble des fonds. Attention, pour la mutualité sociale agricole, ils passeront pas par l'URSSAF, mais par les caisses de la mutualité sociale agricole. L'État exercera un contrôle sur cette collecte et on va voir comment elle va se mettre à jour, elle va se mettre en œuvre progressivement. Que vont devenir les fonds collectés? Et ça nous intéresse au premier plan. Les fonds collectés vont servir aux demandeurs d'emploi via le plan d'investissement des compétences qui est déjà mis en œuvre. Les fonds vont être orientés vers le conseil en évolution professionnelle via des appels d'offres au niveau national, et ça n'est plus les régions qui pilotent. Les fonds collectés vont être orientés vers le CPF de transition. Ah, CPF de transition. Alors, vous vous souvenez, avant, il y avait un CIF. Eh bien, le CIF, c'est fini. Vous vous souvenez, il y avait des OPCA. Les OPCA, c'est fini. Mais là, il y avait un CIF, et le CIF, c'est terminé. On va parler de CPF de transition. On va voir la différence avec le CPF de transition et le CIF. Le CIF, il était géré par des fonds GESIF. Et le CPF de transition, il va être géré par des CEPIR. Alors, on aurait pu mettre c'est mieux. Bah oui, non, c'est des CEPIR. Alors peut-être on va retourner au COPIR, mais l'idée de la COPIR, elle existait. Elles existaient déjà dans le programme régional préalablement. Donc pour l'instant, on parle de CEPIR. C'est pire que quoi, je ne sais pas. Mais enfin, ça va être géré par des commissions paritaires régionales. Ça ressemble au fonds GESIF, sauf que c'est pas tout à fait les fonds GESIF. Le CPF de droit commun, le CPF habituel, va être géré totalement par la Caisse des dépôts et consignations. On verra qu'il y aura possibilité d'avoir des abondements. La majoration des coûts de contrat d'apprentissage va peut-être être gérée par les régions. C'est pour ça que je pense qu'ils garderont peut-être une personne pour gérer un petit peu les possibilités d'intervenir au travers de tout ça. Et l'alternance, au travers des 3 grands contrats d'alternance, et puis on en retrouvera peut-être un 4e, mais au travers du contrat d'apprentissage, au travers du contrat de professionnalisation, ça en fait 2, et tout à l'heure je vous ai dit qu'il y en avait 4. Il y a aussi une POE, une préparation opérationnelle à l'emploi, qui est un contrat en alternance, et on va voir la naissance de la Pro-A. Bon, on va essayer de faire le tri. Vous verrez un petit peu plus clair au travers de tout ça. Et puis, vous l'avez vu tout à l'heure, je vous ai dit que la collecte était de 1% de la masse salariale brute pour les entreprises de 11. Mais il reste un accompagnement qui va être pris en charge par les OPCO pour les entreprises de toute petite taille, de moins de 50 salariés. Avec un circuit financier que j'ai essayé de schématiser de manière simple par ce graphique. C'est
le schéma cible. C'est vers ça qu'on tend et on va y aller progressivement. Les entreprises versent leur cotisation unique à l'URSSAF et ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole. Cette URSSAF va ensuite dispatcher les fonds à certains opérateurs. D'une part, les OPCO, anciens OPCA. Les OPCO qui, eux, vont gérer le plan de développement des compétences des petites entreprises et l'alternance. France Compétences va verser à la Caisse des dépôts et consignations, qui va prendre en charge le CPF des salariés. France Compétences va verser à Pôle emploi pour l'accompagnement du plan d'investissement des compétences. France Compétences va verser au Conseil en évolution professionnelle à travers d'appels d'offres qui sont en train de se construire. Et enfin, France Compétences va verser je suis désolé, il n'y a rien à faire chaque fois, au CEPIR. C'est vrai que ça pourrait être mieux, mais c'est pire. Au CEPIR pour la gestion du CPF de transition. Et vous voyez que tout transite par l'URSSAF et que l'URSSAF redistribue à France Compétences. Vous voyez que dans ce schéma-là, la collecte par les OPCA, c'est fini. Et le financement direct par les OPCA évolue de manière forte parce que, à la fin de l'année, le terme d'OPCA, vous pouvez le rayer de votre vocabulaire. Progressivement, ils vont devenir, pour certains d'entre eux, des OPCO. Ils sont agréés jusqu'au 31 décembre 2018. Et à partir du 1er janvier 2019, ils vont recevoir un agrément provisoire d'1 an pour pouvoir devenir OPCO. Sachant qu'il est demandé par la suite aux branches d'effectuer un regroupement de ces différents OPCO pour faire en sorte qu'il en reste le moins possible. Alors souvenez-vous, sous Chirac, il y en avait une 50aine. Sarko avait remonté le montant minimum de collecte à 100 millions pour pouvoir rester OPCA, donc il avait fait passer de 50 à 20. Et là, l'idée, c'est de passer de 20 à une petite dizaine, on va voir combien tout à l'heure. Effectivement, au niveau du dialogue social, on s'éloigne d'une diversité qui peut prendre en compte un certain nombre de spécificités. Et quand on fait un seul OPCA avec la branche, l'assurance et la mutuelle et les caisses mutuelles, bah effectivement, on appauvrit quelque part un tout petit peu le dialogue social. Ceci dit, on simplifie aussi une partie du système. Le nouvel agrément conclu au 1er janvier 2019 devra trouver une période de transition pour faire en sorte que, au plus tard, au 1er juin 2019, les branches qui vont être regroupées désignent leur OPCO pour faire en sorte qu'au 1er janvier 2020, les OPCO puissent être totalement opérationnels. Vous voyez, il y a 1 an de période de transition. Et si, par hasard, je ne sais pas pourquoi, mais si par hasard, il n'y avait pas un OPCA qui se dégageait de regroupement de branches professionnelles, c'est éventuellement l'État qui le désignerait. C'est intéressant, parce qu'il y a un certain nombre d'OPCA, pour prendre par exemple le FAFIEC, sur tout ce qui est branche du conseil, de l'informatique, etc., a déjà dit que lui, il était prêt à devenir l'OPCO de la branche. Enfin, c'est lui qui l'a dit. Et il le dit très tôt et très vite, et les collègues de la branche disent « Oh ben le FAFIEC, ils sont déjà morts, les salariés, il faut qu'ils aillent se faire embaucher ailleurs. » On est dans une logique là un peu d'information, de désinformation, pour savoir quels sont les OPCO qui vont être encore présents
à l'horizon 2020. Un rapport, Marx-Bagorski, qui a été déposé fin du mois de septembre, préconise qu'il n'y ait à terme plus que 11 OPCO. Un pour l'agriculture. Bon, le FAFSEA est quand même bien positionné là. L'industrie, bon, l'UIMM, là, on n'aura pas de problème à trouver. La construction, on en a un aussi qui est bien. Alors la mobilité, là c'est plus compliqué. Parce qu'il y a le FAF Transport, il y a un certain nombre de FAF qui sont au travers de tout ça. Le commerce, et là on va fondre le commerce de gros, intergros, et puis la distribution. Les services financiers et le conseil, ben là effectivement c'est le FAFIEC qui se met culture et médias, cohésion sociale, sport, santé, services de proximité, l'artisanat, l'hôtellerie, enfin on regroupe l'artisanat et l'hôtellerie, le travail temporaire, le FAFTT, bien sûr, et date limite, 31 décembre 2018, pour qu'on dise quel est celui autour duquel on va se rassembler, et vous l'avez vu tout à l'heure, courant du mois de, je sais plus quoi, juin, j'ai dû dire, pour nommé par le gouvernement, si ce n'est pas fait d'ici là. Ceux qui font le calcul vont vite, et ont pu remarquer que dans ce projet Marx-Bagorski, il en manque deux. Il manque les interpros, et les interpros qui représentent quand même la majorité de la collecte. Alors je ne suis pas sûr qu'ils n'y aient pas pensé. Je ne pense pas que de leur part ce soit un oubli. Mais il manque quand même là Opcalia et AGFOS PME. Ben oui, pas les plus petits. Et AGFOS c'est quand même le plus gros collecteur. On est au-delà de 900 millions d'euros. Bon, je pense qu'ils n'ont pas, je ne sais pas bien pourquoi, mais je pense qu'ils n'ont pas su traiter véritablement le problème, et que pour l'instant, on n'avance pas trop sur les décrets d'application qui finalisent tout ça, parce que le poids, alors d'un côté c'est la CGPME, AGFOS PME, et puis de l'autre côté Opcalia, c'est le MEDEF, le poids de ces deux OPCA qui pèsent relativement lourd, et qui sont relativement présents au niveau du gouvernement. Ils n'ont pas besoin de passer, il suffit qu'ils tapent à la porte pour qu'on leur ouvre la porte. Quand on dit qu'on est le MEDEF, Et d'ailleurs, dans les textes, il est bien spécifié, à l'article 63.32, l'opérateur de compétence est agréé par l'autorité administrative pour gérer les fonds mentionnés, etc. Il a une compétence nationale, pas de problème, mais il est bien spécifié après, dans les textes, s'agissant d'un opérateur de compétence interprofessionnelle. Et là, il y a bien dans le texte de loi la reconnaissance des OPCA interpro, alors que le rapport Marx-Bagorski passe sous silence ces OPCA interpro. Ce qui vous explique que pour l'instant, on est en phase de négociation avec ce qui est public et que l'on sait, et vraisemblablement ce qui n'est pas encore tout à fait public et que l'on ne sait pas tout à fait. Ne vous y trompez pas, c'est certainement Opcalia avec le réseau du MEDEF derrière qui a certainement le poids le plus important, et derrière la GFOS PME qui est quand même le plus gros collecteur. Alors si on fait Opcalia plus Opcaim de la métallurgie, on a un montant de collecte qui dépasse celui de la GFOS. Mais il est clair que là, il y a un poids de lobby qui est relativement important et qu'on ne sait pas encore exactement comment tout ça va s'orienter, surtout à quelle sauce vont être cuisinés Opcalia et AGFOS. Alors, depuis toujours, moi j'ai travaillé pendant plus de 5 ans à la GFOS, j'étais directeur du développement. Depuis toujours, le MEDEF dit mais il n'y a pas de problème. On fusionne les deux et puis la GFOS va venir dans Opcalia. On est même prêt à faire en sorte qu'il n'y en ait qu'un. Et puis depuis toujours, la CGPME dit non mais ça va pas, non, on va pas aller se mettre à la main du MEDEF. Et il y a une opposition qui est relativement claire depuis que les OPCA existent, bien entendu, au travers de tout ça.
Voilà, je pense que c'est à peu près clair pour l'évolution de ces OPCA en OPCO, qui pose le problème, et on va y revenir tout à l'heure, de la collecte de l'année prochaine. Collecte de 2019, sur quelle base va-t-elle être faite et comment va-t-elle être faite? Mais vous l'avez entendu et vous l'avez vu, au travers de ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a une instance qui devient l'instance première, l'instance décisionnelle, l'instance de gouvernance de la formation professionnelle. Il s'agit, mesdames et messieurs, de France Compétences. Et j'ai le plaisir, l'honneur de vous présenter France Compétences. France Compétences qui n'existait pas. Mais France Compétences qui, quelque part, avait déjà une certaine vie quand même. France Compétences va regrouper 4 instances bien marquées et va s'installer vraisemblablement dans les locaux du FPSPP, le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Vous vous souvenez, avant il existait, sous Chirac, il existait un FUP, un Fonds unitaire de péréquation qui servait à mutualiser tous les excédents des OPCA. Et puis Sarko a fait évoluer ce FUP en un FISO de manière intermédiaire, puis il a créé le FPSPP pour réorienter les fonds de la formation professionnelle essentiellement en direction des demandeurs d'emploi et pour assurer de l'information. Ce fonds d'ailleurs, Sarko ne voulait, le gouvernement, je fais rapide, mais le gouvernement de Sarkozy ne souhaitait pas qu'il soit fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Le gouvernement souhaitait que ce soit un fonds de sécurisation des parcours professionnels. Et c'est, pour moi qui le connais un tout petit peu, je pense la dernière intervention publique de Jacques Delors en disant que ce serait pas mal quand même qu'il reste dans une logique paritaire. Il est encore dans une logique paritaire, mais on voit déjà là une évolution qui s'amorce. Donc, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels va fusionner avec Copanef-Coparef. Alors peut-être qu'en région, vous connaissez mieux Coparef que Copanef. Copanef, c'est génial, c'est cette idée qu'ont eu le gouvernement précédent de la double peine. Vous savez que pour pouvoir être CPF, il fallait être sur au RNCP, mais qu'il fallait en plus que les partenaires sociaux vérifient et valident que ce que la CNCP avait homologué était sur les listes de branches et les listes Copanef ou sur les listes régionales, la Coparef. Donc, cette histoire de liste, vous allez le voir, va être supprimée. C'est pas forcément une mauvaise chose, parce que c'était pas mal de faire travailler les partenaires sociaux sur ce qui avait déjà été reconnu. Donc Copanef, Coparef disparaissent. Ceci dit, la Copanef au niveau national et sur les listes nationales était dans les locaux du FPSPP. Va disparaître aussi le CNEFOP. Alors le CNEFOP, c'est peut-être encore quelque chose d'un peu particulier pour vous, mais le CNEFOP, c'est ceux qui ont coordonné la mise en place des financeurs qui voulaient participer à la dynamique du Datadoc. Vous vous souvenez de l'histoire? Et fin juin, tout le monde l'année dernière a passé des heures entières pour essayer de rentrer les trucs sur le Datadoc. Ouais, c'est fini. Bon, ça vous fait rire, franchement? Non, c'est pas marrant. Bon. Mais le Datadoc, on va le voir, ça évolue. Et donc le CNEFOP, c'était l'instance qui était derrière cette grosse mécanique dans laquelle les financeurs qui le voulaient, parce que je rappelle que le FAFSEA, ils ont peut-être senti le vent, mais le FAFSEA n'est jamais rentré dans la dynamique Datadoc. Et au FAFSEA, il n'y a pas de Datadoc, ils ont leur propre référencement. Donc ça n'était en aucun cas une obligation, mais c'est le Copanef, le CNEFOP qui coordonnait tout ça. Évidemment, le CNEFOP, il était dans les mêmes locaux que le FPSPP et le Copanef. Donc quelque part, vous voyez, ils se connaissaient déjà un tout petit peu.
Et puis, il y a la CNCP. Alors la CNCP, ça vous dit peut-être quelque chose. La CNCP, c'est l'instance qui pilote le RNCP. Le RNCP, c'est le répertoire national des certifications professionnelles. Et donc cette CNCP, elle a en plus un inventaire de la CNCP, parce qu'il y a des compétences qui sont enregistrées au RNCP, et il y a en plus un inventaire de la CNCP. Donc la CNCP, quelque part en plus, disparaît. Et tout ça, je suis pas sûr que la CNCP, elle était dans les fonds, dans les locaux du fonds paritaire. Mais tout ça va être fusionné auprès d'une seule instance qui va s'appeler France Compétences. Et vous l'avez vu sur mon schéma tout à l'heure, cette France Compétences va quand même être la plaque tournante de la nouvelle gouvernance de la formation professionnelle en France. Intéressant parce que au sein de France Compétences, on s'est déjà posé la question de qui va être dedans. Hein. En France, on construit des institutions, mais le premier problème, c'est de savoir qui est dedans. Ah, donc, on va avoir, et ça c'est nouveau, ça c'est intéressant, parce qu'il y a une recentralisation au niveau de l'État. Il y a d'abord et avant tout l'État. L'État veut avoir sa place au sein de France Compétences. Alors que le reste était paritaire ou régional, là, l'État reprend une place importante. Et puis, bien entendu, il y aura les branches professionnelles et les régions. Et puis ensuite, il y aura des personnalités qui seront aussi impliquées dans le fonctionnement de France Compétences. Bon, est-ce que ça va être une usine à gaz? Je ne sais pas très bien, mais gageons que il y en a pour un certain temps avant que ce soit mis en place et que ça arrive à trouver tout à fait son mode de fonctionnement. Ceci dit, il y en a quasiment pour un an à pouvoir être réorienté. Il me semble que Monsieur Marx, dont j'ai évoqué le rapport tout à l'heure, a été nommé par le gouvernement préfigurateur de France Compétences. Le mec, il a sur sa carte de visite, je suis préfigurateur de France Compétences. C'est génial, quoi. Moi, j'aurais adoré être préfigurateur de quelque chose. Voilà un boulot dont je voudrais qu'on parle plus souvent, le métier de préfigurateur. Enfin, toujours est-il qu'il a été nommé préfigurateur de France Compétences et qu'on voit quand même, au travers de tout cela, que la démarche est engagée. Et donc, la collecte. Ben, vous l'avez compris, 2018, on jette les traits de perspective, de mise en œuvre de tout ça. Et puis alors, il y a une année de cafouillage, qui pour ceux qui sont dans la salle et qui dirigent un organisme de formation, va pas être simple. Hein. Parce que pendant l'année de cafouillage, les entreprises vont plutôt avoir tendance, c'est systématiquement le cas, hein, quand il y a une innovation, à attendre un petit peu qu'on y voit plus clair, quoi, pour engager des choses. Donc on peut se dire que le premier trimestre 2019, je sais pas comment sont vos carnets de commandes, le mien il est plein parce que ils ont les bonnes idées de faire des choses sur lesquelles j'interviens, mais des organismes de formation que je connais, le premier trimestre n'est pas forcément très très rempli. Alors toujours un petit peu difficile en début d'année, mais là en plus il y a l'effet réforme. Et donc sur 2019, on a un petit peu de difficulté à comprendre la mise en place de tout ça, d'autant que les décrets d'application ne nous permettent pas encore d'y voir tout à fait clair. Qu'est-ce qu'on a? On a les OPCA qui deviennent OPCO. Mais la réforme n'étant pas rétroactive, la collecte de 2019 sur la masse salariale de 2018 va se faire suivant l'ancien principe, c'est-à-dire avec les montants préalables et les montants préalablement dévolus, plus la taxe d'apprentissage sur l'ancien régime. Au 1er avril, en gros, entrée des nouveaux OPCO, et les nouveaux OPCO devraient entamer la collecte de 2019. Alors là, je ne sais pas encore comment très bien non plus ça va être possible, on a dans les décrets d'application pour comprendre, mais ce qui voudrait dire et ce qui laisse à penser de manière absolument quasiment certaine que les entreprises risquent de voir en 2019 deux collectes. Une collecte sur la masse salariale de 2018 qui est normale
et une collecte sur la masse salariale prévue en 2019. Comment est-ce que cette collecte va être construite? C'est encore pour moi une interrogation. Mais vous comprenez que les entreprises qui comprennent ça, elles le comprennent pas toutes, hein, mais que les entreprises qui comprennent ça, eh ben, sont déjà dans une logique de provisionnement de deux collectes. Hein. Et l'idée du provisionnement de deux collectes ne favorise pas non plus la dépense, entre guillemets, sur la formation. Et je vous le dis depuis le début, mais je le redis encore, le premier trimestre 2019, le premier semestre 2019, les perspectives, comme quand il y a eu toutes les réformes, hein, quand il y a eu le DIF, quand il y a eu le CPF, etc., ne sont pas des prévisions qui sont extrêmement favorables au développement de nos offres de formation. 2020, normalement, ça se stabilise, puisque 2020, c'est la collecte par l'URSSAF, et on arrive à avoir des collectes à peu près construites, mais qui ne sont plus des collectes sur la masse salariale de l'année précédente, mais des collectes sur la masse salariale de l'année en cours. Comment est-ce qu'elle va pouvoir être calculée? Pour les entreprises qui sont stables, c'est simple, mais pour les autres, je ne sais pas exactement comment ça se fait, et à partir de 2021, collecte centralisée par l'URSSAF et redistribuée par l'URSSAF à partir du modèle que je vous ai présenté tout à l'heure. Retenons en tout cas que l'année 2019 est une année de transition, que les OPCO vont encore collecter sur 2019 et que les OPCO vont encore gérer en partie sur les montants de 2019. Ça va être intéressant sur le CPF, parce que le CPF va-t-il être totalement monétisé au 1er janvier 2019? La réponse est oui, mais dans les principes de gestion, on va le voir, il va y avoir quand même encore une année, et c'est ce que je vous invite à découvrir maintenant. Ben oui. Le CPF, alors vous vous souvenez de l'histoire du CPF, il y avait le DIF mis en place par Fillon pour revenir sur les 35 heures mis en place par Martine Aubry, parce que ça c'était encore avant, c'était Mitterrand, donc il y a eu Martine Aubry, les 35 heures, Fillon qui veut revenir, qui met en place un DIF pour pouvoir faire de la formation hors temps de travail. Le DIF, un truc extraordinaire où le salarié a le droit de demander, mais c'est l'entreprise qui lui attribue ou qui lui attribue pas. Et puis derrière le gouvernement Sarko qui arrive en disant le problème c'est pas tant les salariés des entreprises, mais c'est les demandeurs d'emploi, pour faire en sorte que les demandeurs d'emploi puissent bénéficier du DIF qu'ils avaient pu capitaliser pendant qu'ils étaient dans l'emploi. Et puis arrive derrière un gouvernement de gauche qui dit qu'est-ce que c'est que ça? Un DIF mis en place par un gouvernement de droite? Mais nous allons faire mieux, on va mettre en place un CPF, un compte personnel formation, donc excite le DIF et ils mettent en place, c'est le jeu de l'alternance, hein, bon, c'est la politique. Et donc ils mettent en place un CPF pour faire en sorte que le CPF, intéressant, le CPF soit l'acquis du salarié du début à la fin de sa carrière, mais ils disent ce CPF, il ne doit servir qu'à des formations qualifiantes et diplômantes. Fini le DIF de 20 heures pour faire de la peinture sur soie, ça, on peut plus y aller. Et puis arrive le gouvernement actuel qui dit qu'est-ce que c'est que ça? Des différences et des disparités de prise en charge du CPF en fonction des branches professionnelles. Et on se rend compte qu'on est entre 30 et 100 euros de différence entre l'horticulture. Je le dis pas trop fort parce que tout à l'heure il écoutait. Bon, on est à 30 euros et puis le conseil en informatique où on est à 100 euros de prise en charge. Le gouvernement dit ah non, ça il faut plus, il faut que ce soit uniforme pour tout le monde pareil. Et donc il propose de monétiser le CPF autour d'un certain nombre de montants qui pour l'instant attendent confirmation du décret en Conseil d'État. C'est pas simple, hein, parce que les partenaires sociaux n'étaient pas en accord avec ça. Et c'est pas simple non plus, parce que c'était aussi un point d'achoppement. Le Sénat s'était rendu compte de ce qui va se passer par la suite si on monétise à cette hauteur-là. Donc le gouvernement propose de monétiser à hauteur de 500 euros par an et par salarié
avec une prime ou une plus-value pour les salariés dont la qualification est moindre, donc ceux de niveau 5 et 6, qui pourraient aller jusqu'à 800 € par an, plafonnés sur 10 ans pour avoir un montant à 5 000 €. C'est intéressant pour vous, hein? Parce que c'est des formations qualifiantes ou diplômantes. Hein. Elles sont à hauteur de 500 € par an, vos formations? Ah, vous voyez où est le problème là? Moi je veux pas vous inquiéter parce que tout à l'heure vous aviez le sourire, j'avais réussi à vous faire rire. Mais ouais, il y a un souci là. Hein, voilà, ils vont avoir 500 €. Alors après ça, ils vont pouvoir cumuler sur plusieurs années. Est-ce que ça va booster le marché? Pas évident. Hein. Et puis si on fait le rapide calcul que tout le monde a fait aussi vite que j'ai pu le faire, 500 € divisé par 24, puisqu'on avait 24 heures, hein, vous vous souvenez, 2 heures par 2 heures. Si on divise 500 € par 24, on est quand même à des taux de prise en charge de 20,83 €. Hein. C'est quand même en dessous de tout, puisque je vous ai parlé tout à l'heure de 30 à 100. Hein. Et pour ceux qui suivent les excellents fils Twitch, je vous redonnerai pas le mien, mais on s'aperçoit à juste titre qu'il y a une espèce de raz-de-marée là des salariés sur le CPF. Et moi, j'ai pas arrêté de dire maintenant depuis 6 mois, si vous voulez engager un CPF, il vaut mieux l'engager avant le 31 décembre qu'au 1er janvier. Même si, on va le voir, il y a une période de transitoire. Mais c'est pas le tout. C'est qu'on avait aussi des heures diff. Vous vous souvenez? Qui étaient en marge du CPF, mais qu'on pouvait aller mobiliser sur le CPF. Et puis, vous avez tous des heures de CPF qui ont déjà été engagées. Vous avez, pour ceux qui ne les ont pas utilisées, vous avez des heures. Et l'idée est de savoir à combien elles vont être prises, ces heures. Alors, je vous livre ce qu'a dit à plusieurs reprises la ministre, mais dont tout le monde est en attente de confirmation par un décret. Elle dit, je les reprends à 14 € de l'heure. Ah ouais, c'est pas mal quand même. Hein, c'est pas mal. Alors qu'elles étaient à valoriser à hauteur de 30 €, puisqu'il y avait, vous vous souvenez, pour ceux qui on va en reparler, mais l'abondement correctif était un abondement correctif de 100 €, dont une provision à 3 000 €. Donc, quelque part, l'abondement correctif était de 3 000 divisé par 100, c'est-à-dire de 30 €. Là, c'est un bel effort, elle le met à 14,28 €. Et peut-être, et moi je pense que c'est ce qu'elle est en train de faire, elle attend un tout petit peu pour espérer faire en sorte que quand elle va passer le décret d'application, elle ne sera pas à 14,28 €, mais elle sera à 15,76 € et tout le monde dira « Ah ben oui, il y a un bel effort qui a été fait ». Pour nos offres, ça ne va pas être facile hein, pour les organismes de formation. Vous voyez, et l'idée c'est de faire baisser les prix. Mais si on fait baisser les prix, on fait baisser vos marges. Et puis, pour tous ceux qui vont être formateurs ou qui sont formateurs, on fait baisser aussi nos taux d'intervention. Bon, en gros, on essaye de tirer vers le bas. On essaye de tirer vers le bas, ne nous y trompons pas. Hein. Ces formations, elles sont quand même orientées, et on le comprend, vers les demandeurs d'emploi. Et ça a une logique hein, pour les demandeurs d'emploi. Et puis ces réformes, elles sont orientées aussi vers l'offre de formation publique. Hein. L'AFPA, bon, alors, l'AFPA en pleine restructuration, hein. Vous connaissez l'AFPA, ça fait 25 ans que c'est l'AFPA en pleine restructuration. Ça va avec. Hein. Je suis à l'AFPA en pleine restructuration. Mais les tarifs de l'AFPA sont évidemment pas ceux de Krauthammer. Hein. Krauthammer le plus cher, un petit peu plus cher que le MBA d'HEC, c'est possible. Hein. Mais enfin bon, et c'est pas les mêmes tarifs, hein, évidemment. Et on est plus orienté, tiré par le modèle AFPA que par le modèle Krauthammer ou l'ENSAD de Fontainebleau. Là, vous savez où avait été Montebourg à plus de 60 000 € les 5 semaines de formation, un truc complètement fou. Enfin, complètement fou. Tout le monde en rêve dans la salle, mais
Moi, non, j'ai pas dit d'avoir Montebourg en formation. J'ai dit 5 000 euros, moi 60 000 euros pour 5 semaines. Bah. Enfin, janvier. Ah oui, c'en est trop là. Mais vous m'aviez dit, et ça va être pire encore sur la suite. Normalement, notre collègue enregistre, filme, et vous recevez les dias, et puis il va y avoir peut-être montage et mise en ligne de la conférence. Bon. Enfin, c'est dommage parce que vous verrez à la fin qu'est-ce qu'on se marre. Monétisation en 2019. Ouais. Mais l'incrémentation des compteurs se fait en fin d'année. Donc on dit monétisation au 1er janvier, mais l'incrémentation des compteurs va se faire en fin d'année. Et par ailleurs, on dit que la collecte sur la masse salariale de 2018 va encore se faire par les OPCO sur 2018. Donc en fait, on a quand même, semble-t-il, une année de transition sur lesquelles les OPCO vont collecter et vont attribuer. Alors je pense que dans leur prise en charge sur l'année 2019 des formations, je pense, là je suis en train de lire dans les entrailles de poulet, de voir le marc de café, de vous donner les bonnes prévisions, mais je pense que les OPCO sur l'année 2019 vont prendre au taux de monétisation, mais comme ils ont la capacité de pouvoir abonder, ils vont pouvoir rentrer dans des logiques d'abondement qui vont être relativement importantes. Donc il n'y a pas péril en la demeure encore complètement sur le fait de ne pas avoir utilisé son CPF avant la fin de l'année 2018. Bon, même si il valait mieux le faire, je pense que 2019, on va être encore sur des facilités de mise en œuvre, ou en tout cas avec des abondements des OPCO qui vont être importants, parce que les OPCO, ils ont intérêt quand même à tout engager plutôt que de donner les sous par la suite. Et vous avez vu, peut-être, pour ceux qui travaillent en veille, que il y a en ce moment une promotion importante du CPF faite par les OPCA. Et puis en 2019, en juin 2019, lancement du clou, c'est-à-dire lancement de l'application informatique sur smartphone qui va permettre à tous les salariés du fin fond de l'Alsace-Lorraine où ils sont, je dis Alsace-Lorraine parce que j'en ai parlé tout à l'heure, mais de pouvoir avoir toutes les informations sur le CPF, de pouvoir s'inscrire en ligne et de pouvoir choisir sa formation. J'en ai parlé à José, qui est ouvrier viticole pas loin de chez moi dans la Drôme. Il était transporté. Alors là, José était absolument ravi. Il m'a dit que c'était bête, mais que son téléphone n'y servait que à téléphoner. Bon. Lancement de l'application. L'application en plus qui se voudrait comme un TripAdvisor de la formation professionnelle, c'est-à-dire qu'on aura, l'idée c'est d'avoir en ligne les résultats de la mise en œuvre de ces formations, combien sortent diplômés, combien sortent certifiés et quel est le retour à l'emploi à l'issue de ces formations, etc. C'est une belle perspective contre lequel Villani a dit « Mais comment voulez-vous qu'un salarié sache quelle est la perspective qui va être construite par l'investissement sur l'intelligence artificielle qui est en train de se mettre là-dedans et comment... » Bon, même au sein de la majorité actuelle, l'idée pose question. Bon, elle est quand même très orientée. Mais on nous annonce que juin 2019, la Caisse des dépôts va pouvoir mettre en place cette application en ligne. On a déjà entendu... Vous avez peut-être déjà entendu qu'il y aurait peut-être des retards. Bon, je ne veux pas être mauvaise langue. Ah. Et les listes CPF. Mise en place, vous vous souvenez, par la Copanef et la Coparef. Et par les branches, les CPNE de branches. L'idée étant que les formations CPF
doivent toutes être qualifiantes, certifiantes ou diplômantes, et que donc on puisse refaire le travail qu'avait déjà fait le RNCP. Maintenant, il y a un certain nombre de formations qui n'étaient pas au RNCP, dont notamment toutes les formations langues, et qui, de ce fait, ont trouvé une place à l'inscription des compétences transverses de la CNCP. C'est notamment tout ce qui est TOEFL, TOEIC, et que sais-je encore. Alors, ça marche bien pour le TOEFL et le TOEIC, l'anglais, ça va bien. Ça commence à être plus difficile pour l'italien, mais alors pour l'arabe ancien, là, c'est plus compliqué. Mais bon. En tout cas, sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire. Fini. Et pour la fac, mon Dieu, quel bonheur, plus nécessité de la double peine, c'est-à-dire de les mettre au RNCP et en plus de les faire passer là-bas. Ou permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle classée au sein du répertoire national visant l'acquisition d'un bloc de compétences. Alors là, si vous voulez faire tendance, et dans votre offre, vous découpez vos offres en blocs de compétences. C'est dans la loi, hein. Et ça se fait pas mal. Et ça permet, effectivement de fractionner le CPF en différents éléments qui sont eux-mêmes éligibles. Sont également décrétés éligibles au compte personnel de formation la validation de l'acquis de l'expérience, le bilan de compétences, le permis de conduire, et vous avez vu que Opcalia a déjà commencé à... Alors, attention, hein, le permis de conduire pour le groupe léger et pour des spécificités de salariés en poste qui en ont besoin, hein, bien sûr. Les créateurs et les repreneurs d'entreprises, et puis les volontaires en service civique. Mise en place en lieu et place du CIF, du CPF de transition. Fini. Le CIF, terminé. Et on met en place un CPF qui est un CPF long. Il y a la version courte qu'on vient de voir, et puis il y a la version éventuellement longue qui va permettre d'évoluer dans sa carrière professionnelle comme le permettait le CIF. Permettre de changer de métier dans ou en dehors de l'institution dans laquelle on est. Nécessité d'être accompagné par un CEP, un conseil en évolution professionnelle, surtout si c'est un changement de métier à l'extérieur de l'entité, une ancienneté minimum pour pouvoir bénéficier d'un CPF de transition, une demande faite, alors là vous avez vu j'ai mis COPIR, mais non, il n'y a rien à faire, tous les textes là pour l'instant parlent de CEPIR, bon, il faut que je m'y fasse, et qui va instruire la faisabilité du dossier. Évolution progressive des FONGECIF qui sont amenés à fermer, hein, tous sur 2019, et de la montée en puissance des CEPIR. Les FONGECIF vont disparaître dans leur gestion. Les partenaires sociaux qui étaient à la tête des FONGECIF vont certainement être ceux qui vont être à la tête des CEPIR. Donc bon, mais le personnel qui était à l'intérieur de ces FONGECIF risque d'être un peu sur le marché de l'emploi sur l'année 2019. Et on a vu des mouvements de manifestation relativement importants, et pour l'instant ils essayent de faire un certain nombre de choses. C'est pas par hasard si le FONGECIF Bretagne organise toute cette semaine une manifestation avec Intergros, ils essayent de mobiliser autour de ce qu'ils sont, et en tout cas ils essayent en tout cas tous de réinvestir le créneau du CEP, hein, du Conseil en évolution professionnelle, qui savent déjà relativement bien faire et qui va leur être dévolu. Mais enfin, ils perdent quand même toute la gestion, tous les aspects de gestion du... Alors, ils vont le faire
progressivement, ça va pas se faire ça va pas se faire toute seule. Gestion des CIF engagés sur l'année 2019, et puis petit à petit, ils vont solder leur activité pour la passer au CEPIR. Vous l'avez vu, et au bout du compte, il ne reste que 2 types de formations prises en charge par des fonds publics. D'une part, à l'initiative de l'employeur, dans le cadre du plan de compétences pour les petites structures, pour les grandes, elles se débrouillent, et à l'initiative du salarié, avec soit du CPF, soit du CPF de transition. Et puis, les contrats de professionnalisation reconnus dans le cadre de l'alternance. Action de formation reconnue, action de formation, bilan de compétences, validation des acquis et action d'apprentissage. Autour d'une nouvelle définition de l'action de formation. Alors vous vous souvenez, il y avait un article 6353-1 du Code du travail qui disait qu'il fallait qu'il y ait un programme préétabli, des objectifs, des moyens techniques pédagogiques d'encadrement, une feuille de présence et puis d'appréciation des résultats. Ça c'est fini. Ça c'est fini et on évolue sur une nouvelle définition de l'action de formation qui est intéressante parce qu'elle introduit un certain nombre de choses et pour vous, organisme de formation formateur, elle peut ouvrir peut-être la voie à une diversification dans les modalités pédagogiques. La nouvelle définition de l'action de formation dans l'article 63-13-2 du Code du travail est donc celle-ci. L'action de formation, on reste sur cette notion d'action de formation. Et la seule chose que l'on vend, la seule chose qui fait l'objet d'une tractation, c'est bien l'action de formation. La notion d'action de formation reste quand même le mot central de tout cela. C'est un parcours pédagogique. Bon, alors, le parcours pédagogique, on avait avant un programme préétabli, et un programme préétabli, on l'aura vu hier avec les étudiants de licence, le programme préétabli qui est encore en valable jusqu'à la fin de l'année, le programme préétabli dans une circulaire de la DGFP était présenté comme un parcours. Bon, donc là on n'a pas une... Enfin, l'idée de parcours veut quand même dire qu'il y a un début et une fin, et un ordonnancement entre ce début et cette fin. Certains diront que dans le parcours il y a des obstacles. Bon, en formation, on ne va pas expliquer les obstacles, mais on va plutôt expliquer les éléments qui favorisent. Mais enfin, l'idée du parcours... Ah non, non. Un parcours pédagogique visant l'atteinte d'un objectif, alors ça c'est nouveau, d'un objectif professionnel. Avant, le législateur s'était bien gardé de savoir de quel objectif on parlait. Est-ce que c'était des objectifs pédagogiques ou des objectifs de formation? Il n'était pas rentré jusque-là, c'était un peu compliqué pour lui. Mais là, voilà-t-il pas qu'il introduit l'idée d'un objectif professionnel et permettant d'atteindre un objectif professionnel. C'est pas des objectifs professionnels, c'est un objectif professionnel. C'est intéressant. Et l'objectif professionnel, à quoi fait-il allusion vraisemblablement? Mais il vient s'opposer à objectif personnel. Et je vous invite, pour ceux qui ont des offres de formation autour du développement personnel, à faire la mutation qu'a faite la Ségos il y a quelque temps, faire en sorte que tout ça devienne de l'efficacité professionnelle, parce que l'objectif professionnel du développement personnel, je ne sais pas très bien où il est. Et s'il met le législateur un objectif professionnel, c'est bien qu'il y a une tendance qui se construit vers cela. Et un objectif. Vos catalogues, si pour ceux qui ont du catalogue, il va falloir les faire évoluer pour faire apparaître une conformité à cette nouvelle terminologie qui est en vigueur à partir du 1er janvier. Des modalités d'apprentissage, des modalités, intéressant le terme de modalité, d'apprentissage identifié, séquence de positionnement pédagogique. Alors là, avec les étudiants, on a beaucoup travaillé sur le positionnement pédagogique. Autant le positionnement, on voit bien que c'est quelque chose qui peut être en amont, mais alors le positionnement pédagogique, quel est le positionnement pédagogique? Bon, je pense qu'il va y avoir des choses qui vont poser question autour de ce que c'est que le positionnement d'accord,
Mais en quoi le positionnement est-il pédagogique? C'est un petit peu compliqué pour moi. Ah oui, des séquences. Une action de formation, dans la loi, hein, est découpée en séquences. Il n'y a pas de module. Hein. La législation ne sait toujours pas ce que c'est qu'un module. Mais elle connaît bien deux éléments importants au niveau de l'ingénierie, l'action et la séquence. Séquence de positionnement pédagogique, de séquence de formation, bah oui, ça semble assez évident, et d'accompagnement pédagogique, ça semble pouvoir aller aussi derrière, de positionnement, d'accompagnement de la personne, qui suit l'action et dont les acquis sont évalués. Ah. Jusqu'à présent, on parlait d'appréciation des résultats. Là, on parle d'évaluation. Et on parle d'évaluation des acquis, et on parle des évaluations des acquis non pas d'un groupe, mais d'une personne. Et le tout pouvant être réalisé en formation ouverte et à distance. Ça, la loi précédente avait totalement ouvert à cela, mais depuis la loi de 71, 72, on avait déjà l'enseignement par correspondance. Et là, on a... Et en FEST, la FEST... Ben oui, que la feste commence. Ah, alors ça c'est intéressant, hein, parce que ça c'est nouveau, cette idée de feste, de formation en situation de travail, qui pose question, et qui pose question notamment autour du modèle mis en œuvre par cette feste. Parce que jusqu'à présent, et on l'a revu avec les étudiants, on a dans le Code du travail un article 63-21 qui dit que la formation doit être dispensée dans des locaux différents de ceux de la production, avec une possibilité éventuellement, quand il y a un accompagnement sur poste, de pouvoir faire cet accompagnement sur poste. Et l'alternance, c'est un contrat de travail spécifique et particulier qui permet effectivement de construire une formation sur le poste. Donc la question qui est posée, c'est quel est le modèle de cette FEST, cette formation en situation de travail, qui est nouvelle et qui ouvre la porte à une recherche et à une innovation. Pour en avoir parlé longtemps avec les étudiants de licence, j'ai été ravi hier d'apprendre qu'il y en avait un certain nombre, 4 d'entre eux notamment, qui au niveau de l'ingénierie vont commencer à travailler sur la formation en situation de travail. Je vois vos yeux intéressés en se disant « Ah, mais oui, il y a peut-être quelque chose là. C'est nouveau, hein. Aujourd'hui, la Ségos, Demos, Gérézo, EFE et tous les autres ne font pas de formation en situation de travail. Et il y a vraisemblablement une place pour vos offres de proximité à réfléchir sur la manière dont on peut accompagner les entreprises, parce que ce n'est pas vous en tant qu'organisme de formation qui allez organiser de la feste dans les entreprises, ou pas vraiment, mais comment est-ce que vous pouvez organiser, comment vous pouvez aider, accompagner les entreprises à construire ces formations en situation de travail. Il me semble là qu'il y a une ouverture extrêmement intéressante qui est faite par cette innovation promue par l'intermédiaire de la loi, mais qu'il faut regarder de manière tout à fait avec parcimonie. Jean-Marie Lutringer a produit il y a une quinzaine de jours un article d'un point de vue de juriste posant les vraies questions déjà autour de cette formation en situation de travail. Le lieu, l'évaluation de la formation. Parce que quand on est en formation, qu'y a-t-il de plus intéressant que de faire une erreur et de pouvoir se corriger parce qu'on est en situation de formation. En situation de travail, une erreur, ça peut s'appeler une faute. Et puis alors vous connaissez après l'histoire de la faute lourde et de la faute grave. Vous voyez à quoi ça peut entraîner. Et l'idée de l'erreur et de la faute, il doit donner réflexion. L'idée de l'évaluation de la formation. Dans l'évaluation de la formation, on est dans une évaluation qui est une évaluation qui accompagne. On est presque, peut-être parfois même dans la bienveillance pour essayer de faire progresser en disant là où on en est. Et l'évaluation, l'entretien annuel d'évaluation.
pour obtenir la part variable et obtenir sa prime. Vous savez comment ça fonctionne. Ça pose question. Et en tout cas, la réflexion de Jean-Marie que je partage absolument est de dire que la FEST est certainement une voie d'innovation. Certainement une voie d'innovation que vous, organismes de formation régionaux, proches du terrain et proches de vos clients, avez à promouvoir et qui peut construire un élément de diversité, mais qu'en aucun cas elle ne peut être mise en place à la légère et qu'il y a besoin véritablement de l'encadrer dans le cadre d'une convention ou d'un contrat entre le salarié et l'entreprise autour de cette formation en situation de travail, et formation qui doit évidemment obéir à l'article précédent, à savoir le parcours, l'objectif professionnel, etc., le positionnement pédagogique, etc. Mais oui, il y a une ouverture. Hein. Mais je vous vois frétiller. Il y a une ouverture, et il y a une ouverture qui peut vraiment être intéressante. Et alors, je sais par exemple que notre directeur travaille sur la formation en breton, mais l'idée de la formation en situation de travail dans une logique de territoire, et même dans une logique de régionale et d'utilisation des langues, etc. Il y a vraiment quelque chose, il y a un vrai modèle, et vous avez vraisemblablement la possibilité d'explorer ce modèle parce qu'il est pour l'instant naissant. Dans 5 ans, tout le monde y sera. Hein. La Ségos Demos, ils feront tous de la FEST comme ils font tous de la FOAD. Aujourd'hui, si vous voulez faire de la FOAD, vous avez rien de très innovant. Le CNAM, Cécile de Joux, les MOOC, les trucs, les webinars et que sais-je encore. On a vu tout ça avec les étudiants. Tout ça, c'est largement banalisé. Mais la FEST, on en est au début. Alors ne restez pas pour les uns et les autres en dehors de cette FEST et réfléchissez-y comme une opportunité qui est en train d'émerger au travers de l'ensemble de ces éléments. Et moi je suis ravi de voir qu'il y a au moins 4 étudiants qui travaillent sur quelle ingénierie peut-on mettre autour de ce modèle émergent de la FEST dans l'accompagnement des entreprises. Intéressant. Ah, il faut que j'aille vite, ouais, parce qu'il faut poser des questions. Bon, on va essayer d'accélérer un tout petit peu. Le plan de formation, c'est fini. Attendez, hein. Adaptez vos catalogues. Hein. Le plan de formation, c'est terminé. Au 1er janvier, on a un plan de développement des compétences. Et ça modifie peut-être un certain nombre d'éléments de représentation sur lesquels, quels sont les leviers qu'ont les entreprises. Voilà, elles ont le financement direct de leurs propres actions de formation, bien entendu. Elles ont du CPF, avec lequel elles peuvent co-construire avec le salarié autour du CPF, mais où elles peuvent laisser le salarié libre, totalement libre de son initiative. Et puis, elles ont les contrats d'alternance. Je vous avais dit qu'il y en avait au moins 3, dont 2 que vous connaissez vraisemblablement très bien, qui sont le contrat d'apprentissage et le contrat de pro, pas de problème là-dessus. Mais il y a aussi la POE, la préparation opérationnelle à l'emploi. C'était mignon, il y a une étudiante qui me dit « Oui, ils ont mis en place une POC. » Alors je leur dis « Une quoi ? Une POC ?» Alors j'ai mis du temps à comprendre. Elle aussi, elle a vu que je comprenais rien du tout. Mais je lui dis « Mais oui, une POEC !» Et là, c'était évident pour tout le monde, une préparation opérationnelle à l'emploi collective. Attention, hein, chez Intergros et dans la grande distribution, ils ont bien compris à quoi ça pouvait faire référence. La période de professionnalisation disparaît. À partir de janvier 2019, vous n'aurez plus de financement de vos périodes de professionnalisation si vous en avez engagé avant la fin de l'année. Hein. Et ils sont prêts à racler tous les fonds de tiroir sur les périodes de pro, notamment sur l'enseignement des langues. Hein. Bon, c'est à vous de voir vos montages. Mais à partir du 1er janvier. Par contre, il va y avoir de la Pro A. Alors, la Pro A, elle existait déjà en partie, mais c'est de permettre à des salariés moins diplômés d'accéder à des formations longues dans l'entreprise, qualifiantes et en alternance. À des salariés en CDI ou en
C8, de pouvoir construire et mettre en œuvre des formations en alternance à partir de leur poste dans l'entreprise. C'est un peu de l'évolution de la période de pro. La période de pro est retirée, mais on a cette pro qui est mise en œuvre. Plan de développement des compétences, maintien de l'obligation d'adaptation et maintien de l'employabilité, fin des catégories 1, 2, 3, même s'il restera quand même des formations entre guillemets dites obligatoires, intégration de la FEST, en plus de la FOAD, liaison renforcée entre le plan de développement des compétences et la GPEC. On entend dans les deux ce mot central qui est de la compétence, on met de la compétence un peu partout. Consultation des partenaires sociaux maintenue, formation obligatoire sur le temps de travail peuvent être rémunérés, hors temps de travail 30 heures maximum, en dehors bien entendu du CPF, mais 30 heures maximum, et nouvelles modalités de financement pour les entreprises de moins de 50. Contrat d'alternance, 3 contrats, le contrat d'apprentissage, le contrat de pro et la POE. La POE, elle est maintenue en l'état, vous la connaissez, c'est... En gros, c'est du pré-recrutement. C'est autour d'une offre d'emploi publiée par Pôle emploi, formation par l'organisme de formation et prise en charge des coûts pédagogiques par les OPCA dans le temps et les OPCO, et le salarié reste indemnisé par Pôle emploi. Évolution du contrat d'apprentissage et du contrat de pro. Quelque chose qui me paraît peut-être une bonne idée, mais qui est à surveiller de très très près, parce que là je pense qu'il peut y avoir des abus importants. Accueil d'apprentis sans contrat, âgés de 16 à 29 ans, sur un cycle de formation en apprentissage dans la limite d'une durée de 3 mois. C'est-à-dire avant que l'on construise le contrat, on peut les avoir pendant 3 mois sans contrat. Je pense que là, cette mesure est peut-être intéressante, mais je voudrais voir comment elle va être mise en place. Ça me paraît, en tout cas de mon point de vue, extrêmement dangereux. Évolution du financement de l'apprentissage, aide financière pour les apprentis, possibilité de faire son apprentissage à l'étranger, des aides financières dans l'apprentissage pour le permis de conduire, ouverture des CFA facilitées, financement des CFA sous région, mais, et vous l'avez compris, par les OPCO, aide aux entreprises, pour les entreprises de moins de 250 salariés. Le conseil en évolution professionnelle retrouve une place prépondérante, notamment et surtout dans le cadre des CPF de transition. Il n'est plus dans l'escarcelle des régions, mais par l'intermédiaire d'appels d'offres et directement par France Compétences. Votre Datadoc, vous vous souvenez du truc? Un truc de fou là, avec les 21 indicateurs, les preuves, il fallait, et puis il y a des trucs absolument pas adaptés pour les petites structures, bien faites pour les grosses, ça leur a pas posé trop de problèmes, mais enfin, comme elles étaient déjà toutes certifiées ailleurs. L'idée, c'est quand même, pour faire court, plus de financement public, plus d'OPCA, si encore des financements publics, mais plus d'OPCA, plus de Datadoc, et comment va évoluer ce Datadoc avec un renouvellement des certifications et des labellisations. Des organismes de formation, des organismes de bilan de compétences, des organisations de VAE et des CFA. Et il faudrait quelque chose, un référentiel national qui puisse prendre en compte tout ça. Donc l'idée, c'est d'avoir un référentiel national et des organismes qui, à partir de ce référentiel national, vont agréer la qualité des organismes de formation. Tout ça mis sous l'égide du COFRAC. Et c'est le COFRAC qui va piloter, c'est déjà en train de se mettre en place, qui va piloter ce référentiel national, et ensuite un certain nombre d'instances qui existent déjà, ISO
9001, ISO 29990, AFNOR, OPQF, il y en a certainement beaucoup parmi vous qui sont OPQF, et puis pour les consultants formateurs indépendants, ICPF et PSI et le RPCFI du SICFI, bon, qui vont venir attester de la qualité. Certainement, si on en croit l'article de loi, certainement construit. Ouais, c'est mignon. Hein. Bah oui. Construit autour d'un référentiel national, vous l'avez bien compris, mis en place et piloté par le COFRAC et validé par France Compétences. Et moi, j'ai relevé un terme intéressant dans l'article de loi qui dit, après avis de France Compétences, fixe les indicateurs. Et quand j'ai entendu les indicateurs, je me suis dit, c'est pas mal parce qu'ils reprennent le même terme qui était dans le Datadoc. Donc finalement et quelque part, on peut espérer, et c'est ce qu'espère tout le monde, c'est que tout ce qui a été mis en place dans le Datadoc soit pour tout ou partie réintégré dans ce référentiel national. Mise en œuvre de tout ça, 2020, donc on a encore un peu de temps pour voir comment les choses évoluent. Je ne saurais trop vous conseiller de commencer à faire le pas vers, pour les individuels, de vous orienter vers, bon alors moi c'est le RPCFI parce que c'est associatif et militant depuis le SICFI, mais éventuellement sur l'ICPF et PSI, il y en a parmi les étudiants qui ont été jetés un œil sur tout ça, ou bien alors vers l'OPQF, hein, pour ceux qui ont des organismes de formation un tout petit peu plus construits, parce que eux vont rester des instances accréditées par le COFRAC qui vont décliner le référentiel national. Voilà, je suis désolé, j'ai pris beaucoup de temps, mais c'est une gageure de vous présenter tout ça en 2 heures. On a fait le tour des mesures importantes qu'il faut que vous connaissiez avant 2019. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont contraintes par des décrets d'application. Et ben, si on peut, peut-être, je n'ai pas vu une seule question de compréhension. J'ai vu des gens qui étaient contents de voir qu'il y avait des ouvertures qui étaient possibles et que la FEST allait peut-être être une opportunité. On avait dit qu'on prendrait du temps. Alors peut-être pas de débat parce que le débat à 140 c'est difficile. Il nous reste 15 minutes encore. Donc on peut en tout cas prendre des questions. Oui, on peut prendre des questions. Par contre, je vais vous demander d'utiliser les micros donc parce que tout est enregistré. Merci. Bonjour. Bonjour. J'ai une simple question concernant la date de disparition des listes, puisque vous nous avez dit que l'application smartphone serait pour juin 2019. Comment va se passer la période intermédiaire? Est-ce qu'elles disparaissent vraiment à partir de janvier ou est-ce qu'elles disparaîtront aussi en juin? Il faut différencier les deux. Hein. Oui. Il faut différencier l'application smartphone et puis les listes. Les listes éligibles, normalement pour moi, elles disparaissent au 1er janvier 2019. Mais on va conserver... Ah oui, je vois le sens de votre question. Voilà, est-ce qu'il va y avoir encore des listes par branche? Voilà, et des codes tels qu'ils sont pour l'instant sur les listes. Je ne sais pas vous répondre. Je ne sais pas vous répondre. Je sais que cette application doit permettre, et l'idée est en soi peut-être féconde, l'idée c'est de faire en sorte que l'on puisse trouver une formation dans son champ et une formation dont on a une idée de l'efficacité quelque part derrière. En gros, c'est les éléments du cahier des charges. Maintenant, effectivement, est-ce que c'est toutes branches confondues ou est-ce qu'on reste dans une logique de branche? Je ne sais pas vous répondre. À suivre, alors merci. 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 Alors moi je vais avoir une question un peu directe. Je suis indépendant parce que je sors de la licence FCIS. Vous étiez là l'année dernière? L'année d'avant. L'année d'avant, Promo 2, ouais. En ce moment, je suis en CAE.
Donc en coopérative d'activité et d'emploi, pour ceux qui connaissent, Élan Créateur. Bon, on va faire la question directe. Est-ce que vous pensez que le métier de formateur indépendant risque de disparaître? Alors, la réponse est non. Il n'y a pas de raison. Par contre, si vous me demandez ce que j'en pense moi, je pense qu'il va souffrir. Hein. Et je pense que les formateurs consultants indépendants risquent de voir à nouveau, c'est merveilleux, il faudra en parler à Sarko, mais de travailler plus pour gagner moins, quoi. Et la période va, en tout cas dans les 6 mois qui viennent, compte tenu de ce qui est cherché un peu par le gouvernement de tirer les prix plutôt vers le bas, des offres de formation, mais quels sont ceux qui sont en bout de chaîne dans les organismes de formation? Souvent, c'est les indépendants. Et il y a un risque, me semble-t-il, assez fort de voir les prestations des indépendants plutôt tirées vers le bas que en forte augmentation. Oui, je vous vois dubitatif. Mais vous me demandez mon avis, je vous donne mon avis personnel. Je ne demande qu'à me tromper. Oui. Donc je suis du Crétin, Est-Bretagne. Moi, j'ai une question. J'ai pas entendu parler du changement d'unité. On a assisté hier au webinaire du FONGECIF. On parle maintenant de forfait et plus d'heures de formation. On sent que l'unité heures de formation, feuille d'émargement va disparaître. Quand on parle de forfait, comment vous appréhendez effectivement aujourd'hui la comptabilisation de la formation, le conventionnement et le décompte d'heures qu'on avait jusqu'à maintenant qui a priori va disparaître? À nouveau, je ne sais pas vous répondre. Là encore, on est en attente de décrets qui vont nous permettre de voir clair là-dessus. Mais ce que je pourrais faire, c'est que des conjectures. Effectivement, la notion de forfait va être plus marquée et va être plus marquée autour de la notion de coût. De la formation, c'est évident. Alors les feuilles d'émargement, c'est encore un autre problème parce que, et en plus on en parlait hier avec les étudiants, la RGPD qui vient se mettre dessus, donc qui oblige à revoir les formats de ces différentes feuilles d'émargement. On se retrouve en mai. Surtout, changez pas vos habitudes. Hein. Tant que les décrets d'application sont pas parus, vous changez rien. Tant que les choses sont pas marquées, vous changez rien. Vous poursuivez. Et quand les décrets vont être mis en œuvre, et je pense que là encore, on a une bonne année de transition pour faire évoluer les pratiques auxquelles vous faites référence. Bonjour, Sylvie Mesquéran. Vous parliez pour la FEST tout à l'heure, le fameux l'opportunité, formidable. Formidable. J'essaye de vous présenter des bons côtés quand même. Hein. D'en trouver quelques-uns. Vous parliez d'évaluation de la formation et des acquis non contestables. Est-ce que vous avez une idée de la forme que ça peut prendre en entreprise pour le coup et comment les formateurs indépendants ou pas, mais en tous les cas les OF peuvent accompagner les entreprises dans cette notion d'évaluation? Bon, ça fait beaucoup de questions auxquelles je ne suis pas capable de répondre. Juste sur les pistes, voilà. Je pense qu'il va falloir... Il y a deux choses. Je pense qu'il va falloir bien différencier les acquis, l'évaluation des acquis de la formation, de l'évaluation des acquis, non, de l'évaluation professionnelle du salarié en poste. Et que quand on est dans un mélange des genres qui va être celui de la formation en situation de travail, il va nécessiter l'identification de l'un et de l'autre de manière séparée, différenciée, sans qu'il y ait de rapport de cause à conséquence de l'un sur l'autre. Parce que d'évaluer une formation comme étant non acquise, si c'est une évaluation formative, on peut peut-être y revenir. Moi, je veux dire, on n'écroule pas une carrière ou une personne autour de ça. Et ça fait partie de la formation. L'évaluation du travail, alors je rappelle pour autant que l'entretien d'évaluation
n'est pas obligatoire dans le Code du travail. Il n'y a que l'entretien d'évaluation des salariés au forfait qui soit obligatoire. Mais sinon, la plupart des entreprises et des branches professionnelles ont amené à généraliser l'entretien d'évaluation. On n'est pas sur la même logique. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce que je crois par rapport à ça, c'est que, et c'est Jean-Marie Lutringer, l'article est excellent. Vous le retrouvez sur mon fil Twitter. Jean-Marie Lutringer attire l'attention sur le fait que effectivement, il faut encadrer la FEST. Et il faut encadrer la FEST pour que l'ensemble de ces éléments-là ne prêtent pas à confusion, et ne prêtent pas à confusion pour le salarié, parce qu'il y a des choses qu'il ne faudrait pas qu'il se retourne contre lui dans un litige. Et on est bien dans une logique éventuellement de prévention de litige et de prud'homme, pour faire en sorte que ce serait mieux qu'il ne fasse pas jurisprudence et que les choses soient en tout cas bien établies sur cette notion de FEST. Et je pense que si vous avez des éléments d'accompagnement de vos offres de formation auprès des entreprises et auprès de vos clients, je pense que la réflexion sur l'encadrement de la mise en place de la formation en situation de travail et ensuite de l'ingénierie de cette mise en œuvre va être tout à fait intéressant. La POE, on a bien vu comment la grande distribution, vous savez, Cora, Super U et tous les autres, avaient mis en place des bataillons entiers de POE, décembre, janvier, février. Oh, c'est marrant, c'est les fêtes, c'est les marrons glacés, c'est les inventaires, et c'est le blanc, et c'est les soldes. Bon, et après ça, ils leur disaient, c'est dommage. Alors, les gens, ils pensaient qu'ils allaient être embauchés, ils se défonçaient, etc. Et puis, fin janvier, fin février, on leur disait, c'est dommage. Finalement, on n'a pas d'embauche. Bon, il y a eu des abus, vraiment. Bon, je vous le fais de manière caricaturale, mais chez Intergros et dans la distribution, vous parlez aujourd'hui d'une POEC, ils y font extrêmement attention. Et donc, je pense qu'il y a une vigilance, en tout cas importante. On est au début de la naissance d'un courant, d'une idée, de quelque chose qui peut être, à mon avis, une opportunité de développement dans cette réforme qui est quand même pas, je suis désolé, mais qui est quand même pas porteuse de beaucoup d'espoir. En tout cas, c'est ce que je vous ai laissé entendre tout à l'heure, sur lequel il y a là vraisemblablement dans le milieu une potentialité d'innovation qui est promue et dont on n'a pas encore du tout cerné les éléments. À nous d'être novateurs, à nous d'être innovants, à nous d'être leaders dans cette nouvelle logique. Dans 5 ans, ceux qui n'ont pas pris le train aujourd'hui de la FEST, ils pleureront de voir que le train est largement engagé. C'est comme la FOAD. Si aujourd'hui vous n'êtes pas un peu branché, connecté avec des plateformes, des webinars, etc. Les choses. On peut faire autre chose. On peut faire autre chose. Mais il y a là une opportunité. Mais une opportunité qu'il faut encadrer de manière tout à fait vigilante et qui est, à mon avis, tout à fait intéressante. Oui. Une autre question, j'ai pas entendu dans votre débat là sur le CPF de transition et le CPF de transition pour les démissionnaires des entreprises. La corrélation qu'il pourrait y avoir aussi avec les besoins sur les bassins d'emploi, donc sur la validation du projet, est-ce qu'on ira vers effectivement des projets validés avec un besoin d'un territoire? Ah oui, tout à fait, par l'intermédiaire du CEP, et obligatoire mis en place avec un CEP préalable. Pour les CPF de transition demandant d'emploi, les démissionnaires ou pour tout le monde? Tout le monde passera par le CEP? Pas pour ceux qui... Alors, il est conseillé... Dans ce que j'en ai compris des textes, il est conseillé pour ceux qui restent dans l'entreprise. Mais pour ceux qui sont démissionnaires et pour les CDD, il est, me semble-t-il, rendu obligatoire. Bonjour, une question plutôt sur le registre de la gouvernance du système. Le CNEFOP disparaît. Pour autant, les CREFOP, eux, ne disparaissent pas. Donc ma question, elle porte sur comment vous voyez l'évolution de la gouvernance au niveau régional. Alors derrière, il y a toutes
politique d'achat et politique en direction des demandeurs d'emploi. Et plus prosaïquement, enfin, si tant est que cet adverbe convienne, comment vous voyez la relation France-compétences, quadripartisme national et le CREFOP, qui n'est pas censé avoir un lien officiel. Enfin, quelle est votre analyse de... Aucune. Parfait. Aucune. Merci. Et je pense que ça va se faire région par région. Je pense pas qu'il y ait une logique globale et nationale. Pour l'instant, en tout cas, je n'ai entendu parler d'aucune réflexion interrégionale à ce sujet-là. Ça pourra peut-être se faire, mais pour l'instant, j'ai pas d'écho en ce sens. Je crois que vous êtes dans une région qui est très dynamique à ce niveau-là. Les Hauts-de-France et Picardie a été plus particulièrement aussi une région très dynamique. Languedoc-Roussillon très dynamique aussi. Il y a un certain nombre de régions qui sont à observer, mais je crois que vous avez, en tout cas en Bretagne, un maillage, un investissement et un engagement de la région aux côtés des organismes de formation et des politiques territoriales qui me semble, depuis 10 ans que je l'analyse en tant qu'observateur, extrêmement construite. Comment est-ce qu'il va évoluer? Est-ce qu'il va évoluer dans une logique pilotée au niveau national? Je ne pense pas, entre les régions. Maintenant, comment est-ce qu'il va évoluer au niveau régional? J'ai quand même entendu tout à l'heure que le service de l'apprentissage de la région est en phase de dissolution. On est bien d'accord là-dessus, hein, oui. Est en phase de dissolution. C'est quand même un signe, me semble-t-il, un signe fort. Hein. On prend une dernière question. Oui, donc Lucie Gonnet, moi je suis conseillère en mission locale et j'ai une question plus sur le conseil en évolution professionnelle, oui, dont les missions locales sont l'un des 5 opérateurs. Absolument. Vous le disiez tout à l'heure, ça va être ouvert à appel d'offres, donc voilà, des prestataires aussi privés sans doute. Est-ce que vous avez, vous, des échos sur cette compétence-là? Est-ce que les missions locales, en l'occurrence, vont la garder? Je n'ai pas d'écho à ce niveau-là. Ce que je sais par contre, c'est que les fonds GESIF sont extrêmement avancés au niveau de leur réflexion sur la construction de l'appel d'offres et des réponses éventuelles, et que je crois que vous avez une place prépondérante à jouer, vous aussi, mission locale, sur ce sujet. Et alors, je ne sais pas exactement où vous en êtes dans vos réflexions en interne, mais je crois qu'il vaut mieux anticiper que de réagir. Voilà. Et donc, allez-y, foncez là-dessus, parce que les appels d'offres sont pas encore sortis, mais je sais qu'ils sont en phase de gestation et que ceux qui sont bien construits au niveau lobbying savent déjà comment pouvoir y répondre. Il y a aussi tous les centres de bilan de compétences qui vont aussi essayer, les CIBC, etc., qui vont aussi s'aligner. Vous êtes des partenaires de premier rang autour de tout ça, mais il y en a d'autres aussi à suivre de très près. Mais depuis l'émission, il y a certainement, alors c'est sans doute pas au niveau local que ça se joue, mais c'est certainement au niveau, alors je ne sais pas si c'est une fédération, mais c'est certainement au niveau national qu'il y a une alerte importante à avoir pour ne pas être en retrait de ce mouvement qui est en train de se passer. Très bien, on va s'arrêter là. Je te remercie beaucoup, Christophe, de nous avoir consacré ce temps sur la réforme. Oui, vous pouvez l'applaudir. Merci. Bon, ce qui est très intéressant pour nous, c'est de voir qu'une manifestation comme celle-ci, sur un temps court, eh bien, ça a du sens. Ça permet de mobiliser des professionnels de la formation, des étudiants et du personnel de Rennes 2. Donc, je pense que c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y aura d'autres occasions de ce type-là qui vont être proposées. Donc, il faudra suivre un petit peu l'actualité, puis on communiquera comme on l'a fait pour cette conférence. Je vous remercie à tous pour votre présence et puis je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt.